Merci à tous de m'avoir rejointe. Donc, on va donc parler d'engagement territorial des entreprises, qui est à la fois un concept nouveau et un phénomène qui ne l'est pas, Hein, ça fait un certain temps que des entreprises s'engagent sur les conditions de vie, sur les conditions de déplacement, sur l'animation du tissu local dans leur territoire. Il y a néanmoins plusieurs paramètres qui font un peu bouger les choses, et vous me direz si c'est aussi votre perception. D'une part, l'émergence d'enjeux comme la cohésion sociale, la transition écologique, surtout la transition numérique, qui appelle vraiment une mobilisation de tous les acteurs, y compris les entreprises. Et bon, c'est ce que traduit évidemment la notion de RSE, de responsabilité sociale des entreprises. C'est ce qui a traduit aussi tous les débats qu'il y a eu autour de la loi Pacte et du nouveau cadre législatif de l'entreprise à mission. Et puis du côté des territoires, on assiste quand même à une évolution en matière de doctrine du développement économique, qui est favorisée à la fois par la montée en puissance du fait régional, de l'intercommunalité, et puis de ces territoires de projet dont c'est dans l'ADN, on l'a bien entendu, de travailler avec les entreprises du territoire. Alors c'est évidemment pas un hasard si le rapport d'information dont Monsieur Cesarini a été un des co-rapporteurs donc, sur la préparation d'une nouvelle étape de la décentralisation en faveur du développement des territoires, a mis en exergue l'importance des entreprises comme acteurs essentiels des territoires et a réfléchi aux mécanismes d'incitation qui pourraient développer justement cette responsabilité territoriale des entreprises qui compléterait la responsabilité sociale et environnementale. Et alors, dans le rapport, vous écrivez « La notion de responsabilité territoriale va plus loin que la notion d'ancrage territorial qui acte simplement le fait qu'une entreprise, pour perdurer, doit organiser ses interactions avec les parties prenantes de son territoire. La RTE doit aller plus loin en donnant un rôle aux entreprises dans l'aménagement du territoire. » Donc, vous allez nous préciser tout de suite ce que vous entendez par cette « aller plus loin ». Avant que nous donnions la parole à des entreprises qui vivent justement cette responsabilité territoriale au quotidien. Je vous écoute. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on a voulu, dans le rapport sur une nouvelle étape de la décentralisation, à la fois bien sûr parler du levier administratif, ce que pouvait faire l'État, ce que pouvaient faire les collectivités locales, mais on voulait aussi axer ce rapport-là sur l'impact économique que pouvaient avoir les entreprises sur nos territoires. L'idée, c'est de considérer qu'aujourd'hui, par rapport à la révolution industrielle que nous sommes en train de vivre, celle du numérique, celle qui est en fait inverse à celle qu'on a vécue au début du 19e siècle, qui faisait qu'il fallait qu'on concentre les êtres humains au même endroit, au même moment pour produire de la richesse. Enfin, il fallait quitter sa ville et son village pour aller, en gros, manufacturer des objets dans l'usine de la grande ville, pour faire vite, la chanson de Jean Ferrat sur la montagne. Pour le coup, là, aujourd'hui, il se passe quelque chose un peu d'inverse qu'on est en train de vivre, notamment à Paris, mais pas seulement en France, sur le fait que les grandes métropoles, et notamment les métropoles capitales des pays, sont en train de perdre des habitants pour venir plutôt s'installer dans des territoires dits intermédiaires, ou en tout cas dans des villes moyennes ou dans des villages. Et la question, justement, des entreprises, c'était de voir comment on pouvait inciter à ce que ces entreprises-là puissent venir beaucoup plus travailler avec leur territoire. Alors, sur la base du RSE, donc de manière non contraignante, mais de manière incitative, on a voulu effectivement donner quelques critères qui pourraient être rentrés. On en avait discuté au moment de la loi Pacte, mais je pense qu'il faut en rediscuter, notamment sur la loi qui va arriver en début d'année, pour voir comment, sur des critères assez objectifs, on peut mesurer l'impact d'une entreprise hors des métropoles. Quel pourcentage on a, nous, entreprises, d'employés hors des métropoles. 2, effectivement, comment on a organisé son télétravail. Est-ce qu'on a beaucoup de télétravail? Est-ce qu'on a un télétravail individuel à la maison? Ou est-ce qu'on a un télétravail dans des tiers-lieux, télétravail collectif, dans des cowork, qui aujourd'hui se développent de plus en plus? C'est à préciser que les tiers-lieux sont plus nombreux hors des métropoles françaises qu'à l'intérieur des métropoles françaises. Donc il se passe quelque chose, effectivement, avec ces nouveaux lieux de production. Et ensuite, regardez, parce que c'est quelque chose qui a été très prégnant sur les auditions que nous avons fait, le fait qu'il ne fallait pas trouver simplement un emploi, mais souvent 2 par rapport aux compagnons ou à la compagne qui arrivaient dans nos territoires, et que souvent c'était un blocage, et de voir comment ces entreprises-là pouvaient travailler avec Pôle emploi ou autre, ou avec d'autres réseaux voilà, d'insertion et
d'emploi tout simplement, pour voir effectivement comment on arrive à créer des réseaux, comment on arrive effectivement à travailler sur ce territoire-là. On pense beaucoup, on le voit un peu dans nos territoires, vous avez raison, ça s'est déjà amorcé, des entreprises qui aujourd'hui comprennent que si on a de la fibre, si effectivement les transports sont plutôt bien faits, on peut travailler toute la semaine hors d'une métropole et y aller une fois par semaine pour aller voir ses clients. Il y a quelque chose là qui se passe et donc on ne voulait pas simplement parler d'aménagement du territoire par des compétences administratives. On sait que le président dit toujours qu'il ne faut pas de big bang administratif, mais qu'il faut autre chose. Donc pas simplement par les collectivités et par les États, même si on en a parlé beaucoup dans le rapport, mais aussi expliquer et montrer une déconcentration humaine qui est en train d'arriver dans nos territoires et qu'il faut accompagner. Et on pense que justement cette responsabilité territoriale des entreprises peut être un levier, encore une fois, non coercitif, mais effectivement plutôt incitatif. On a ce qu'on mesure, on voit que sur le RSE notamment, ça a plutôt bien marché. Les entreprises ont plutôt joué le jeu pour essayer de se comparer, en tout cas de plus en plus, pour essayer de montrer à quel point elles sont écologiques et à quel point elles sont sociales. Et l'idée, voilà, c'est d'accompagner ce mouvement-là, encore une fois, de voir. Et on le voit de plus en plus, effectivement, des entreprises qui sont en train de se déconcentrer, une volonté de qualité de vie des employés qui est différente. Et donc, effectivement, on voit San Francisco perd des habitants, Rio perd des habitants, Paris perd énormément d'habitants, 100 000 habitants à Paris qui sont partis en 5 ans. On parle souvent des écoles qui ferment ou des classes qui ferment dans la ruralité. Il y a des écoles entières qui ferment à Paris aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'élèves. Donc, il se passe vraiment quelque chose sur la déconcentration économique. Et il faut accompagner cette déconcentration économique qui amènera en plus, par voie de conséquence, bien, un besoin de services public plus grand s'il y a plus de monde ou s'il y a plus effectivement d'activité économique. Donc c'est l'activité qui fait l'organe, enfin si j'ose dire, et plutôt pas l'organe qui fait la fonction. C'est comme ça qu'on a voulu penser cette responsabilité territoriale des entreprises. Voilà, pour faire vite. Effectivement. Ah ben, je vais faire beaucoup plus loin, si vous voulez. Non, mais c'est très bien. Je pense que vous reprendrez ça permet de lancer absolument et vous reprendrez la parole. Que je cède tout de suite à Brigitte Fargevielle, donc du groupe EDF. Et vous êtes à la fois donc responsable des engagements RSE, du dialogue avec les parties prenantes, de la concertation au niveau du groupe EDF. Et vous êtes aussi, je le sais, présidente du Cercle pour l'aménagement du territoire, qui a organisé récemment un colloque justement sur cette question entreprise et territoire. Donc vous allez peut-être nous parler à partir de cette double expérience. Mais enfin, c'est quand même surtout pour parler de l'expérience d'EDF que vous êtes ici. Mais écoutez, j'ai envie de vous demander, au fond, comment vous percevez donc cette vision de la responsabilité territoriale des entreprises qui vient d'être exprimée, et en quoi éventuellement, voilà, celle que vous portez à EDF concorde, diffère légèrement. Merci beaucoup de ces propos introductifs. Tout d'abord, je souhaite excuser Alexandre Perra, directeur de l'innovation, de la responsabilité d'entreprise et de la stratégie, qui est souffrant et qui regrette vraiment de ne pas pouvoir être avec vous ce matin. Donc, effectivement, quand j'ai lu le titre « Vers l'avènement de la responsabilité territoriale des entreprises », j'ai dit c'est un peu bizarre comme titre parce que moi ça fait plus de 30 ans que je travaille à EDF et effectivement on l'appelait pas RSE, on l'appelait pas RTE, mais on appelait ça les engagements dans les territoires où nous opérons, on appelait ça la participation au développement économique local, voilà, et c'était quand même assez proche de cette définition. Et je vais essayer de vous montrer comment, à travers justement nos engagements RSE, et on en a pris depuis maintenant les années 2000, on a pu essayer déjà de traduire un petit peu ces engagements en matière de responsabilité territoriale d'entreprise. EDF, déjà en matière sociale, c'est 160 000 salariés et 100 000 en France. Et on a l'habitude de dire qu'on est d'abord une entreprise rurale. Effectivement, la plupart de nos salariés sont dans le milieu rural, beaucoup dans des vallées, beaucoup sur des sites de production, et donc on est vraiment dans le territoire parfois qu'on appelle profond, mais en tout cas tout aussi important pour l'entreprise. Et en fait, on essaie aussi de calculer justement quel impact ces emplois de nos salariés ont sur les territoires. Et on a adopté une méthode reconnue. Par exemple, en 2018, pour vous donner
un petit chiffre. 38 000 personnes, 38 000 salariés d'EDF travaillent dans la production, donc nucléaire, thermique, hydraulique, ce qui permet de soutenir 175 000 emplois indirects, c'est-à-dire nos sous-traitants, et induits, c'est-à-dire le boulanger, le garagiste, voilà. Donc, on voit l'importance de l'emploi dans les territoires. C'est aussi un engagement sociétal très fort en faveur de la précarité énergétique et plus d'1 million d'accompagnements de personnes en précarité. Alors, je sais que par rapport aux 6 millions estimés aujourd'hui de personnes en précarité énergétique, ça fait peu, mais on a 5 000 personnes dédiées et qui accompagnent au quotidien ses clients. Dans le domaine environnemental, une autre composante de la RSE, l'implication du groupe sur le territoire, et comme je disais, comme on est beaucoup sur des territoires ruraux, on a fait de l'enjeu environnemental et notamment biodiversité un enjeu majeur pour le groupe, et on est engagé sur une stratégie nationale, mais qui s'applique systématiquement sur les territoires. Et sur les territoires, ça veut dire qu'on essaie de contribuer à maintenir de la biodiversité, voire d'en créer, de renforcer l'approche éviter, réduire, compenser dans tous les projets. Voilà. Et un autre exemple en matière environnementale de l'économie circulaire, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais pour nous, c'est à la fois d'abord la préservation des ressources, l'eau, l'air, les sols, les matières premières, et puis effectivement la gestion des déchets. Et là-dessus, on a un engagement de responsabilité d'entreprise qui a fixé comme objectif que l'ensemble de nos déchets conventionnels, 90% de ces déchets conventionnels, soient valorisés. Et ça représente un volume énorme dans une entreprise comme EDF. C'est presque 420 000 tonnes de déchets qui sont valorisés à 92,4% aujourd'hui. Voilà. Donc c'est aussi ça, participer à l'économie locale, parce que la valorisation représente plus de 50 millions d'euros réinjectés sur les territoires. Dans le domaine économique, je vais juste citer un chiffre qui est assez conséquent, puisqu'on contribue aussi par les impôts locaux à la dynamique du territoire au bénéfice des collectivités. Et en 2018, c'était 1,8 milliard. Voilà. Donc on a ce souci d'évaluer, parce que je crois que c'est aussi ça qui vient d'être dit, c'est qu'il faut comprendre quel impact on a sur le territoire et qu'on puisse l'évaluer. Et donc on a pris en compte une méthode qui s'appelle création de valeur pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on apporte ou qu'est-ce qu'on retire au territoire en matière d'énergie, d'économie, de sociétal, d'environnement, de risque, de gestion de l'eau. Voilà, tous ces sujets sont étudiés chez nous. Et dernier exemple, en matière environnementale, en matière économique, on a développé un programme justement pour essayer de maintenir nos employés dans le milieu rural, parce que l'attractivité n'est pas toujours au rendez-vous. Et effectivement, le deuxième emploi manque souvent. Et donc, on a développé un accompagnement envers des PME, PMI, avec un programme qui s'appelle Une rivière, un territoire, avec des agences qui accompagnent les PME locales, et pour que nous ayons sur les territoires où nous avons des installations, des entreprises qui puissent intervenir et ne pas les faire venir justement de Paris, de Lyon, de Marseille, des grandes métropoles. Et donc c'est un programme qui a maintenant 7 ans, et ça nous a permis d'accompagner 1000 entreprises locales dans des métiers de l'hydraulique, par exemple. Voilà. Donc c'est ça aussi pour nous, non seulement l'ancrage, mais la participation au développement local. Et tous ces engagements sont bien sûr des choses qui sont évaluées chaque année, publiées, et qui sont en fait les déclinaisons des objectifs de développement durable de l'ONU. Voilà.
Donc, une des raisons qui me fait aussi témoigner, c'est notre travail en commun avec l'ANPP sur la rédaction d'un livre blanc pour préparer la transition énergétique en milieu rural. Et c'est une dimension, l'objectif, il était de mieux comprendre déjà les attentes en matière de transition énergétique, mais aussi faciliter l'engagement pour aller plus loin dans identifier les freins et voir comment ensemble et comment le groupe EDF pouvait apporter des réponses. Et de ce travail de diagnostic très clair, il y a eu un certain nombre de pistes, de recommandations, et ce qu'on a entendu à la première table ronde va dans le même sens. Donc c'est assez rassurant d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a effectivement des nouveaux enjeux, le développement durable, le numérique, effectivement, le télétravail a été évoqué. On a un accord cadre sur le sujet pour permettre aux salariés de pouvoir travailler à distance. L'économie sociale et solidaire, c'est aussi des enjeux qui, il y a une vingtaine d'années, ont traité peut-être beaucoup moins. Le dialogue et la concertation, qui incitent aussi au maintien d'une présence et d'une activité. On connaît aussi dans les formes de dialogue ce souci permanent de travailler sur production centralisée, décentralisée. On est certes un groupe plus centralisé peut-être que d'autres, mais on essaie d'accompagner tout ce qui est autoconsommation, offre, plan solaire, plan stockage, qui là ne se fait absolument pas dans les capitales, mais plutôt en milieu rural. Dernier point dans les innovations, je pense que les territoires ont aussi une dimension liée au financement participatif. Et je crois qu'aujourd'hui, cette appétence de nos concitoyens pour participer à leurs projets dans les territoires est importante. Et la semaine dernière, nous avons inauguré une centrale photovoltaïque, et le parallèle était assez intéressant, sur un site en déconstruction. Donc on voyait l'ancienne et la nouvelle production, et qui a permis à 73 habitants dans le Gard de mobiliser 200 000 € pour financer une partie de ce parc photovoltaïque qui va produire 700 000 mégawatts par an, 7 000 mégawatts par an sur 30 ans. Et donc le président d'EDF a dit lors de l'inauguration, c'est un très bon investissement. Par rapport au placement bancaire, par exemple, les taux de rentabilité sont bien supérieurs, et ce qui permet d'alimenter quelques milliers d'habitants. Voilà, les nouvelles formes de dialogue aussi sont très importantes à mon sens pour ancrer plus fortement les projets sur les territoires. Et j'ai pour exemple un projet de parc photovoltaïque dans l'Oise, à Wavigny, où un travail avec les élus et les habitants, le projet comportait entre 5 et 8 éoliennes, et les habitants ont dit, notamment pour une question d'intégration paysagère, non pas 5, mais 6 éoliennes. Donc vous voyez ce dialogue, voilà. Dans cette période de transition, et moi j'ai vraiment l'impression que les territoires ont tendance, une bonne tendance, si je puis dire, à s'imposer comme des briques de base de la RSE. Voilà. Et vraiment, ce sont des catalyseurs de l'innovation qui, je pense, sont prometteurs pour les territoires. Les territoires ont de la mémoire. Je crois que ça, on ne peut pas le cacher, mais les entreprises aussi, parce que nos investissements se jouent sur le temps long. Et je pense que l'ancrage territorial, le volet gagnant-gagnant entre les territoires et les entreprises sont très importants. Et je pense vraiment que territoire et entreprise deviennent un trait d'union entre compétitivité et responsabilité. Penser les interdépendances plutôt que les différences entre les territoires et les acteurs, dit Pierre Vels, et c'est ainsi qu'on essaie de travailler sur nos territoires. Merci. Je vous remercie beaucoup. Il y a un point que vous n'avez pas abordé, sur lequel j'aimerais bien vous interroger une petite seconde. C'est, au fond, ici, on parle projet de territoire.
Comment voyez-vous l'organisation du dialogue entre les territoires et leurs élus et les projets portés par EDF? Au sein de quelles instances ça se passe? Voilà, comment ça se déroule? Et est-ce que les territoires de projet, justement, sont des interlocuteurs privilégiés pour vous? Alors, pour nous, oui. Pour les territoires, pas toujours. La réciprocité n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a un certain nombre de comités où les entreprises ne sont pas du tout invitées. Et c'est vrai que quand il y a vraiment l'ensemble des acteurs économiques, élus, associatifs se retrouvent, je pense que ça a un vrai potentiel de développement du territoire. Voilà. Mais moi, au sein d'EDF, pour accompagner un certain nombre de projets, on n'hésite pas à essayer d'aller rencontrer les acteurs pour être associés au projet de territoire. Voilà. Mais ce n'est pas toujours dans les deux sens. Je peux faire un mea culpa aussi. EDF fait de temps en temps ses projets. On a un timing, un calendrier, des choses à respecter et n'associe peut-être pas toujours suffisamment. Mais en tout cas, c'est une tendance qui devient plus la norme dans l'entreprise. On y reviendra sans doute. Je passe à Yannick Imbert. Donc vous êtes directeur des affaires territoriales et publiques du groupe La Poste. Bon, alors il se trouve que malheureusement la BNP n'étant pas là, on a deux entreprises qui ont quand même un rapport au territoire extrêmement particulier. Et peut-être, pour parler de responsabilité territoriale de l'entreprise pour un groupe comme La Poste, c'est un pléonasme, voilà. Donc, vous pourrez pas nous dire comment vous avez reçu les propos d'une banque comme BNP par rapport à la responsabilité territoriale et en comparant ça à la Banque Postale. Mais bon, à l'heure où vous êtes en train de négocier le contrat de présence postale avec l'État et l'Association des maires, évidemment, on est en plein dans le sujet. Donc, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous inspire votre responsabilité territoriale aujourd'hui dans cette phase de renégociation? Bonjour à toutes et à tous. Merci au président Val de son invitation. Vous le disiez à l'instant, c'est vrai que pour la Poste, le territoire, c'est un peu un pléonasme, puisque ça fait jamais que 6 siècles que la Poste est implantée sur l'ensemble des territoires. Je ne ferai pas de pronostic à 6 siècles. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes en train de réfléchir à notre prochain plan stratégique qui, lui, aura pour échéance 2030. Pourquoi on a choisi cette date? Parce que, et c'est tout l'enjeu de notre ancrage dans les territoires, si nous ne réussissons pas la transformation de notre groupe, alors la question de l'ancrage territorial de la Poste sera posée. Alors, aujourd'hui, on irrigue le territoire, évidemment assez classiquement par les plus de 17 000 points que nous avons d'ancrage sur le territoire, c'est la loi. Mais indépendamment du fait que c'est la loi, nous n'avons pas l'intention de baisser la garde et les enjeux sur ces questions-là, même s'il faut, j'y reviendrai sûrement, transformer cette forme d'ancrage territorial. Mais puisque le sujet principal, c'est la responsabilité que l'on a vis-à-vis des territoires et notamment l'impact économique, je voudrais rappeler quand même rapidement quelques chiffres, non pas pour vous assommer, mais pour bien borner les choses. Nous avons 253 000 postiers et postières. Nous rémunérons donc tous les mois 253 000 foyers qui sont des acteurs du territoire par leur pouvoir d'achat, par leur présence sur l'ensemble des territoires. Lorsque nous investissons 1,5 milliard cette année pour rénover nos points de présence, pour rénover nos plateformes de triage de courrier ou de colis, 1,5 milliard, c'est de l'irrigation des territoires.
Lorsque nous investissons par notre présence dans un certain nombre d'organismes, nos postiers sont membres des chambres de commerce et d'industrie, c'est bien la volonté de démontrer que nous sommes un acteur économique. Lorsque nous constituons, puisque ce sera le cas au 1er janvier prochain, un grand groupe de banques assurances en rachetant et en devenant propriétaire de la Caisse nationale de prévoyance, c'est la constitution d'un grand groupe de banques assurances à l'égal de ce que sont les grands groupes privés, et c'est bien, là encore, évidemment, une forme majeure d'irrigation du territoire. Lorsque nous créons, nous rachetons une start-up qui est KissKissBankBank, qui était une start-up de financement participatif, nous voulons effectivement participer de l'irrigation économique et du support aux projets et aux initiatives. Lorsque nous transformons notre patrimoine, lorsque au fil de nos transformations, plutôt que de laisser des friches dans les territoires, nous ambitionnons par exemple, en 3 tranches de 14, 10 et 10, de transformer certaines de nos implantations en résidences seniors valides, nous participons de l'économie, d'abord parce qu'il va falloir faire des travaux, ça fait travailler les entreprises, mais ensuite parce que autour de ces implantations-là, ça génère de l'économie locale avec du service à domicile. Et de manière générale, notre projet étant de transformer le groupe La Poste en une grande entreprise de services de proximité humaine, ça veut dire que nous entendons rester sur les territoires, c'est notre stratégie, et nous investir dans des tas de domaines où effectivement, dans un premier temps, ça interpelle. On dit mais pourquoi la Poste, pourquoi la Poste fait-elle ça, pourquoi s'occupe-t-elle de cela, mais en fait parce que nous avons 2 valeurs fondamentales. Le premier, c'est le tiers de confiance, et qu'aujourd'hui, dans une crise où des institutions, le facteur reste globalement, ou la factrice reste globalement celle ou celui à qui on ouvre la porte a priori sans crainte. Et surtout, on ne se pose pas la question de savoir s'il a regardé ce qu'il y avait dans le colis ou dans l'enveloppe. Et donc la Poste transporte tous les jours des secrets familiaux, médicaux, professionnels, financiers, patrimoniaux, et on sait que ça ne sera pas ouvert. Et la Poste le fait en proximité. À l'heure où je vous parle, il y a 54 000 tournées en France, il y a 75 000 postiers, 75 000 facteurs pour assurer 54 000 tournées, c'est-à-dire jusqu'en début d'après-midi, au fin fond des vallées, au fin fond des cours de ferme, sur l'ensemble du territoire, il y a une présence humaine. Et d'ailleurs, notre pari, notre enjeu est de dire que plus la société se numérise et se digitalise, et plus nous aurons besoin de proximité humaine. Parce qu'au-delà des phénomènes qui ont donné lieu à des néologismes, type l'illettronisme, de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, la capacité à maîtriser l'outil informatique, ce n'est pas simplement qu'une question de génération. On parle évidemment de la population âgée, c'est pour ça que nous avons développé une tablette qui s'appelle Ardoise, qui est une tablette qui va d'ailleurs être renouvelée dans 15 jours et qui a été étudiée pour les besoins des personnes âgées. Mais celles et ceux d'entre vous qui travaillent sur des territoires peut-être périurbains ou urbains, voire dans des secteurs où il y a de la politique de la ville, quand on regarde la jeune génération, c'est sûrement des petites fées du smartphone, d'Instagram, de Facebook, de Messenger et autres applications. Mais faire une téléprocédure, ils ne savent pas faire. Se servir d'un ordinateur, ils ne savent pas ce que c'est non plus. Et donc cet accompagnement est nécessaire. Et donc, encore une fois, qu'il s'agisse de cet exemple de la fracture numérique ou de plein d'autres exemples, nous faisons le pari que, sauf à se tromper de société, sauf à se tromper du modèle de société que nous souhaitons avoir tous, on peut rêver, comme dans le film Her, d'une société entièrement digitalisée, artificialisée, intelligemment artificialisée, plus ou moins d'ailleurs, mais ce n'est pas le choix à laquelle la Poste participe, puisque la Poste, elle a accompagné la France, son développement, son histoire, pendant 6 siècles. Et elle a fait en sorte de répondre à ses besoins humains. Et donc, nous souhaitons continuer à le faire. Et ça, c'est facteur de développement économique, parce que lorsque nous nous investissons dans le portage de repas à domicile, lorsque nous investissons dans le service de matériel médical à domicile, lorsque nous
En liaison avec les pouvoirs publics, nous faisons de l'action dans les domiciles sur la transition énergétique, sur les passoires énergétiques, sur la transformation des baignoires en douche. Transformer des baignoires en douche, par définition, il y a un artisan qui va travailler derrière pour pouvoir réaliser les travaux. Donc nous sommes un acteur par la force de notre groupe. Je rappelle que c'est un groupe qui fait 25 milliards de chiffre d'affaires. Nous sommes capitalisés à peu près à hauteur de 12 milliards. L'opération dite mandarine, qui a consisté pour la Caisse des dépôts, qui consiste à ce que la Caisse des dépôts devienne notre actionnaire principal au 1er janvier, et au travers de ça, nous apporte la CNP, ça nous apporte 6 milliards de capitaux. Donc ça constitue, comme je disais tout à l'heure, un groupe de banques assurances publiques majeures, mais ça nous achète aussi du temps stratégique pour transformer la Poste. Donc voilà, quelques exemples un peu décousus, mais pour montrer que, encore une fois, c'est tautologique. La Poste et les territoires, c'est tautologique. Alors on nous dit, oui, mais en fait, vous masquez le fait que la Poste, à certains endroits, ferme des bureaux, transforme des bureaux. C'est vrai. C'est vrai. Je vous disais tout à l'heure, on a 17 000 points d'ancrage sur le territoire. Il ne reste, si on a cette vision-là, que 8 000 bureaux de poste. Mais que sont les autres? Les autres, ce sont des agences postales communales que nous avons négociées avec les élus. Ce sont des maisons de service au public, j'espère prochainement Maison France Service. Mais ce sont aussi des relais commerçants. Voilà un autre exemple d'irrigation économique. Quand un commerce a du mal à subsister dans certaines zones, ou quand, par l'action des élus que vous êtes, pour certains d'entre vous, on veut réimplanter un commerce dans une zone où il n'y en a plus, eh bien, le fait de travailler avec la Poste, évidemment, apporte du flux et de la commercialité. Donc, le commerçant qui devient relais postal, c'est souvent pour lui une condition d'avoir une sorte de fonds de roulement qui lui permet d'assurer la viabilité de son commerce. Et puis dans le cas où on réimplante du commerce dans des zones qui n'en ont plus, c'est une façon d'accompagner le projet. Alors, vous disiez tout à l'heure, je vais répondre, même s'ils ne sont pas là et nos voeux de prompt rétablissement vont vers lui, le collègue de la BNP. Il y a à la fois des points communs et un point fondamentalement divergent par rapport à un groupe, la BNP, ou j'aurais dit la même chose, de la Société Générale, et même du Crédit Agricole. Le point commun, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent dans les agences. Je vous donne un chiffre là aussi très éclairant. Il y a 10 ans, il y avait 2 millions de personnes qui passaient dans les bureaux de poste tous les jours. Cette année, c'est 1,2 million. Les gens ne viennent plus chez nous. Et donc, c'est un phénomène qu'on connaît, mais qu'on connaît y compris dans les agences. Quand je citais le Crédit Agricole, qui aujourd'hui envisage de fermer, ou plus qu'envisage, ferme des agences. Pour ceux qui sont ancrés, je connais bien ces territoires de par mes fonctions antérieures de sous-préfet et de préfet, pour ceux qui sont ancrés dans les territoires, ça marque quand même, hein, ça marque une étape. Le Crédit Agricole qui fermerait des agences, ça interpelle quand même. Donc ce mouvement-là, nous on le connaît, parce qu'encore une fois, on a de moins en moins. Alors je ne tue pas un débat, c'est un débat ouvert, mais je réponds par anticipation à une question qui est de dire oui mais c'est normal, parce que comme vous réduisez les horaires, il y a de moins en moins de monde, et comme il y a de moins en moins de monde, vous finissez par nous dire que vous fermez le bureau. Je comprends cette façon d'envisager les choses, et nous avons un dialogue permanent avec les élus sur ce sujet-là. Mais moi ce que je suis obligé de vous dire, c'est l'inverse. Quel est l'intérêt pour nous à avoir ce mouvement-là? Aucun. Quand vous voulez transformer un groupe comme La Poste en une grande entreprise de services de proximité humaine, nous, on a intérêt à ce qu'il y ait des gens qui viennent. On a intérêt à ce qu'il y ait des gens qui viennent. Et si, par moment, on réduit les horaires, voire on envisage des fermetures, c'est parce qu'il y a de moins en moins de monde et qu'à un moment donné, il y a une question de modèle économique. Alors, quand je disais je ne me prononce pas pour les 6 siècles à venir, c'est parce que l'équation, elle est très simple, et la qualité du dialogue qu'on a avec les élus permet d'avoir ce type de débat. D'abord, je voudrais noter que nous n'entendons pas faire partie du cercle des opérateurs disparus. Je le dis parce que souvent la Poste est critiquée, c'est normal, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes encore là. On est là de manière différente, mais nous sommes encore là. Et là, je ne citerai personne, je dis simplement que nous n'ambitionnons pas de devenir un membre des opérateurs, du cercle des opérateurs disparus. En revanche, il y a une réalité, c'est que nous sommes aussi le seul opérateur à avoir organisé le débat avec les collectivités territoriales.
Nous sommes les seuls à avoir des commissions départementales de présence postale qui ne font pas simplement qu'être des alibis de négociation. Ce sont des gens à qui nous donnons des budgets, qui expérimentent un certain nombre d'initiatives sur les territoires. Et nous allons d'ailleurs augmenter de 100 000 € cette année, dans le prochain contrat que nous sommes en train de finaliser avec l'AMF et avec l'État. Nous allons augmenter la part à la main des présidents de CDPPT pour favoriser l'accompagnement de l'innovation. Innovation qui d'ailleurs, là aussi, se traduit souvent par faire travailler des entreprises locales. Donc ça aussi, ça irrigue l'économie des territoires. Donc nous sommes en train de négocier ce contrat. Nous ambitionnons de rester sur les territoires. Les CDPPT organisent le débat avec les élus, mais ils organisent quel débat? Là aussi, un chiffre très éclairant. Il y a 10 ans, la Poste distribuait 18 milliards de lettres. 18 milliards de lettres. Nous avons fini l'année 2018 à 9 milliards de lettres. La projection 2025, c'est 5 milliards de lettres. À 5 milliards de lettres, n'importe quel chef d'entreprise vous le dirait, nous ne serons pas en capacité de maintenir le réseau tel qu'il est aujourd'hui, sauf que nous voulons le faire. Et donc nous avons désormais un dialogue qui est plus un dialogue que je qualifierais de jacobin. La Poste, à un moment, a donné l'impression de transformer ses implantations sans avoir toujours le souci élémentaire de dialogue avec les élus. Sauf que les élus, maintenant, ils sont une part de la réponse au problème de la Poste. Si la Poste ambitionne de rester sur les territoires tous les jours et continuer à irriguer l'économie locale tous les jours, alors il lui faut des raisons de rester sur les territoires. Et cette raison, c'est plus le courrier. Alors on va me dire, oui, mais vous êtes sauvés, c'est le colis. Ben non. 7% de décroissance du courrier par an, 7% de croissance du colis par an. Sauf que 9 milliards de lettres, ça rapporte 9 milliards de chiffre d'affaires. 550 millions de colis, ça rapporte 3,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est-à-dire un tiers du chiffre d'affaires du courrier. Donc on n'y est pas. On n'y est pas. Et donc pourquoi on veut développer des nouveaux services de proximité humaine? Parce qu'il faut qu'on compense la baisse du courrier. On a perdu 3,5 milliards ces 5 dernières années de chiffre d'affaires. On perd 600 millions par an. Et puis je rappelle, au détour, je l'aurais dit devant des collègues représentants de l'État, je rappelle que nous avons 4 missions de service public, nous sommes déficitaires sur les 4 missions de service public. Nous sommes déficitaires sur l'aménagement du territoire, 235 millions estimés par l'ARCEP, ce n'est pas nous qui avons estimé le coût. Pour l'instant, un fonds de péréquation qui alimente le contrat de présence postale à 174 millions. Nous sommes déficitaires de 150 à 200 millions sur le service de la presse. Nous sommes déficitaires d'à peu près 100 millions sur l'accessibilité bancaire. Et c'est le point, pour terminer sur la BNP, qui nous sépare des autres banques. C'est que nous sommes la banque de l'accessibilité bancaire. Nous sommes la banque qui fait que toute personne qui se présente chez nous, quelle que soit sa situation, a le droit à un compte en banque. Et ça, c'est un élément auquel nous sommes évidemment très sensibles. C'est pour ça que nous développons des bureaux à priorité sociétale. Ça veut dire que ce sont des bureaux où nous renforçons les effectifs et où nous formons les gens à la médiation sociale, à l'approche des publics particuliers. Et donc, nous participons là aussi de l'emploi. Parce que, même si ça peut vous paraître contradictoire, comme il y a 54 000 tournées, il faut les assurer. Et donc, le fait qu'il y ait une baisse vertigineuse du courrier n'empêche pas que nous recruterons cette année 3500 facteurs. Nous recruterons cette année 3500 facteurs. Ça aussi, c'est de la participation. Voilà, mais je pourrais être très long, pardon, d'avoir égrené les exemples, mais voilà, c'est de vous dire que cet ancrage historique, cet accompagnement historique qu'a été la Poste. La Poste, elle a été créée par Louis XI, à l'époque pour des motifs peut-être moins avouables, c'était la surveillance du territoire. L'origine de Louis XI, il crée la Poste pour avoir des gens sur le territoire et tenir son territoire. La Poste a accompagné les grandes mutations, le développement de l'écrit, de l'imprimerie, c'est la Poste. Qui est-ce qui est capable de passer pendant les tristes heures de la Première Guerre mondiale de 3 milliards à 10 milliards de colis transportés? C'est la Poste. Qui crée le compte chèque postal en 1919? C'est la Poste. Qui, pour ne pas vous refaire quand même tout égrener, qui, lorsque Dexia se casse la figure dans les années 80, qui recrée la banque, qui crée la banque qui aujourd'hui est le premier financeur des collectivités territoriales. C'est la Poste. Voilà, alors j'ai l'impression de faire un formidable prodomo, mais reconnaissez quand même que c'est un bilan pas banal. Mais ce que je veux dire derrière ça, et j'en ai terminé là-dessus, c'est que ce qui fait la force de notre groupe, c'est qu'en fait,
chacun et chacune de nos postiers, à la fois est attaché à l'entreprise, il y a un affectio societatis absolument incroyable, et là aussi, pour être très transparent, pour des questions de dans des conditions de rémunération et de travail qui sont rudes quand même, hein, parce que là, on va quand même aborder à nouveau une période où être facteur, ça veut dire quand même passer 4 heures de sa journée sous la pluie, sous la neige, sur des routes difficiles, etc., etc. Donc il y a un formidable affectio societatis pour la boîte. Mais ce qui dépasse aussi, et croyez bien qu'ils y sont attachés, c'est le rôle sociétal de la Poste. Un facteur, il a le sentiment, au-delà de la mission et du métier qui est le sien, il a le sentiment de participer à la vie citoyenne tous les jours. Et ça, évidemment, c'est notre capital majeur, c'est le capital humain. Merci bien. Alors, avec Myriam Mahé-Laurent, directrice du réseau à la Banque des Territoires, j'aimerais qu'on quitte un peu le cas de la Poste, qui est quand même une entreprise très particulière, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, la proximité, c'est votre actif stratégique. Donc, bon, c'est tout à fait singulier. Pour passer peut-être aux entreprises plus classiques, pour lesquelles le maillage territorial n'est pas cet actif central, et pour savoir comment justement vous accompagnez, vous, les entreprises, dans ces démarches de responsabilité territoriale. Alors avant, peut-être quelques mots pour expliquer que la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, mais la Caisse des dépôts est justement pas une entreprise totalement classique non plus, surtout du point de vue du rapport au territoire, puisque par rapport aux entreprises que l'on vient d'évoquer et celles qu'on aurait pu évoquer, on pèse moins évidemment sur le territoire par notre nombre de salariés. Hein. L'établissement public, c'est 6500 salariés, mais je rappelle qu'on est aussi un groupe. Et là, ça commence à être un peu plus conséquent, puisqu'on doit être autour de 55-60 000 salariés, je pense. Mais ce n'est pas ça qui fait le rapport de la Caisse des dépôts au territoire. Ce qui fait la relation de la Caisse des dépôts au territoire, c'est un métier. Ce métier, c'est celui de la Banque des territoires. Juste aussi, là, quelques mots pour préciser, parce que je sais que ça n'a pas toujours été intégré par tous. En 2018, donc, la Caisse des dépôts a créé la Banque des territoires. Alors, je sais que certains se posent encore la question, mais alors comment ça s'articule, Banque des territoires, Caisse des dépôts ? La Banque des territoires, c'est un des 5 métiers de la Caisse des dépôts. Et c'est le métier qui, justement, se tourne vers le territoire. C'est le métier en direction des territoires. C'est une direction donc placée sous l'autorité d'Olivier Sichel qui regroupe les services de la Caisse des dépôts qui contribuent au développement du territoire. Plus 2 filiales, la 7 qui est une filiale d'ingénierie et CDC Habitat qui elle est très présente sur le secteur logement. Voilà, cela donc étant dit, comment est-ce qu'on intervient sur les territoires. La Banque des territoires donc apporte son concours à la fois en ingénierie et en financement. Et là encore, on est assez différent par rapport à la Poste et à la Banque Postale en particulier, ou à la BNP si elle avait été là. C'est que la Caisse des dépôts finance des secteurs tout à fait particuliers. 85% concernent le logement social, la politique de la ville. 15% seulement le secteur public local, et encore sur des secteurs tout à fait particuliers et sur des modes tout à fait particuliers, c'est-à-dire le long terme. Mais ce qui différencie, parce qu'on a souvent tendance à dire la particularité de la Caisse des dépôts, c'est le financement long terme, et c'est vrai. Mais ce qui différencie aussi le mode de financement de la Banque des territoires avec d'autres banques, c'est qu'elle ne finance pas des entités, elle finance des projets. Et donc je refais le lien là avec tout le débat qu'on a eu sur la table ronde et l'importance des projets. C'est une logique de projet. Donc des financements et de l'ingénierie. Et donc bailleurs sociaux, secteur public local, mais également entreprises, effectivement. C'est moins connu, sans doute, parce que ce n'est pas des financements en prêt que nous accordons aux entreprises, bon, sauf que quelques cas très particuliers, notamment quand on est dans des secteurs, par exemple, politique de la ville. Mais là où nous intervenons
auprès des entreprises, c'est dans le cadre d'investissement en fonds propres. Donc la Caisse des dépôts est aussi un investisseur en fonds propres. Et donc nous pouvons accompagner les entreprises dans le cadre de projets sur les territoires en contribuant au capital d'une société, mais d'une société qui va être dédiée à un projet. On est toujours dans une logique de société de projet. C'est pour ça que nous sommes des partenaires privilégiés sur ce segment dans le territoire d'industrie, mais on l'est en fait sur tous les territoires dits fragilisés. Politique de la ville, donc territoire d'industrie, action cœur de ville, bientôt petite ville de demain, tous les territoires qui présentent une certaine fragilité ou sur lesquels on souhaite simplement mettre un accent particulier, nous sommes présents. Le lien avec les entreprises, c'est aussi une particularité de la Caisse des dépôts, c'est qu'on est un peu hybride. Y compris dans nos salariés d'ailleurs, hein, puisque la Caisse des dépôts est constituée à la fois de fonctionnaires et de collaborateurs privés. La Caisse des dépôts, sa mission, c'est l'intérêt général. C'est l'accompagnement des politiques publiques, donc très publiques. Mais en même temps, c'est le développement économique du territoire. Et donc, ça nous amène à avoir aussi une logique économique très privée. Donc, on parle un peu ce double langage qui est à la fois celui des collectivités publiques, de l'intérêt général. On connaît les institutions, on sait parler à l'État, on sait parler aux collectivités territoriales, mais on comprend aussi les mécanismes économiques. Et on parle aussi aux entreprises. Localement, les directeurs régionaux de la Caisse des dépôts et leurs collaborateurs participent à de multiples écosystèmes, que ce soit les écosystèmes politiques, administratifs, mais aussi économiques. J'aurais même envie de dire, en tout cas pour ma part, quand j'étais sur le territoire, parfois culturels, parce que, ne méconnaissons pas, parfois il y a des secteurs qui sont des vecteurs de partage et transversaux qui permettent en fait aux entreprises et aux acteurs publics de se rencontrer. Donc, parce que nous parlons ce double langage, il nous arrive, et c'est aussi notre mission, de mettre en relation donc, le secteur public, le secteur privé, sur des projets. Et je voudrais peut-être donner un exemple. Bon, il est encore en cours, mais il est tellement beau que je n'y résiste pas. C'est un projet d'une start-up qui va produire de la protéine d'insectes de très très haute qualité. Donc pour ceux qui suivent un peu l'actualité sur ce secteur, peut-être l'identifieront-ils rapidement avec les éléments que je vais donner par la suite. C'est une start-up qui a levé plus de, je crois, autour de 120 millions d'euros en début d'année pour son développement. Et cette start-up cherchait un territoire pour s'installer et créer donc en France la première usine mondiale de production de ce type de protéines. Donc c'est de la protéine d'insectes qui est dédiée à l'alimentation animale à ce stade, poissons et animaux domestiques. Et il se trouve que j'étais moi à ce moment-là en poste à Amiens, et qu'on a eu une très très belle dynamique sur ce territoire. Je ne sais pas s'il y a des Amiénois dans la salle. On a eu une très très belle dynamique, puisque se sont mobilisés à la fois tous les élus locaux, depuis la région jusqu'à bien évidemment la ville et la métropole d'Amiens, mais également le département. Se sont mobilisés les chambres consulaires, la CCI, qui a apporté le terrain, les banques locales, qui ont également, enfin qui vont vraisemblablement contribuer, puisque le projet est en cours encore une fois, au financement du projet, et bien évidemment la Caisse des dépôts qui examine donc la possibilité d'accompagner, enfin c'est même plus que, on est un peu plus loin que ça, d'accompagner cette structure pour créer ces murs sur le territoire du Grand Amiénois. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand les élus et les acteurs économiques d'un territoire se parlent, et je vous assure que les acteurs économiques des territoires ont souvent un attachement extrêmement fort à leur territoire. Et là, pour le coup, la fusion des régions a révélé dans des territoires comme l'Amiénois un attachement particulièrement fort. Ils sont capables de se mobiliser au profit d'un projet de territoire
Et c'est extrêmement puissant. Et donc, le rôle de la Caisse des dépôts par rapport à ces entreprises, c'est aussi ça, c'est créer du lien, c'est faire partie d'une équipe projet qui associe aussi bien des politiques que des acteurs économiques. Je vous remercie. Ce que j'entends en fait dans ce que vous venez de dire, c'est que au fond il y a un attachement très fort des entreprises au territoire, et ce qui leur manque peut-être, c'est des espaces de dialogue avec les élus, avec les collectivités publiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez investigué, Monsieur Cesarini, dans votre travail? Oui, on a beaucoup, et je suis très heureux d'en parler ici à l'Agence nationale des pays, mais parce qu'on voit que les projets de territoire, c'est un vrai changement de paradigme par rapport à ce qu'on faisait avant. Avant, c'était des territoires qui devaient définir des projets, et on s'aperçoit aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, que c'est plutôt des projets qui vont délimiter de nouveaux territoires. C'est-à-dire que moi, je le vois par exemple moi, je suis député du Vaucluse, d'Avignon. On travaille beaucoup avec Avignon, Arles et Nîmes sur des projets territoriaux, notamment de culture. Vous parlez culture. Évidemment qu'à Avignon, on parle culture, et à Arles aussi. Et on a créé un cluster de start-up liés à tout ce qui est patrimoine, spectacle vivant, etc., etc. Mais on n'a pas pu le créer si on n'avait pas associé les villes environnantes. Et pourtant, on est sur 3 départements différents, Vaucluse-Gard et Bouches-du-Rhône, 2 régions différentes, région Sud, PACA et Occitanie. Mais encore une fois, c'est des projets qui délimitent un territoire et non pas un territoire qui doit penser un projet. Mais c'est vrai aussi sur l'équipe projet, ce que vous disiez. C'est ce qu'on met dans le rapport. C'est-à-dire que le fait de penser notamment que ce qui doit porter des projets de territoire, notamment les PETR auxquels nous sommes si attachés, doivent être aussi des syndicats mixtes ouverts qui associent le public et le privé. Vous dites que quelquefois c'est difficile de parler au public parce qu'effectivement ils considèrent, par exemple, parce que on va le dire même s'il doit y avoir pas mal d'élus dans la salle, mais quelle est la logique ancienne? La logique ancienne, c'est de faire de l'infrastructure en pensant qu'on a un projet. C'est-à-dire, par exemple, on parlait de culture, moi je connais plein d'élus, ils construisent des théâtres, des salles de spectacle, et ils croient qu'ils ont une politique culturelle. Non, ils ont une salle de spectacle en fait. Pareil pour ceux qui font des hôtels d'entreprise, ils se disent bah, tiens c'est super, je vais créer de la croissance. Non, t'as un hôtel d'entreprise vide. C'est très sympa, t'as posé une première pierre, t'as coupé le ruban, t'as fait des photos, mais enfin, ce qu'il faut c'est que ça soit, encore une fois, le projet qui nécessite en voie de conséquence une infrastructure, et non pas l'inverse. C'est pour ça qu'on a besoin effectivement d'espaces de dialogue. Parler de syndicats mixtes ouverts, ça peut être autre chose, des choses plus fluides, qui ne sont pas une couche supérieure au millefeuille administratif, mais qui sont justement quelque chose de plus horizontal et beaucoup plus transversal, où on va se parler tous ensemble. Nous, quand on a monté notre projet autour du numérique et de la culture, on a mis autant les universités, les CCI, la start-up du coin, les élus, enfin tout le monde qui a envie de travailler. Et c'est comme ça qu'en fait, en décloisonnant, tout le monde a une partie du pulse, tout le monde a une partie de la solution. Il dit, bah tiens, moi, là, j'ai peut-être un terrain, là, j'ai de l'investissement là, tiens, moi, j'ai de l'expertise, etc. Et c'est comme ça qu'on fait un projet de territoire. Sinon, et c'est vraiment ce qu'on voulait, on a beaucoup travaillé sur différentes lois avec le président, Val, mais c'est bien distinguer les territoires de gestion et les territoires de projet, qui sont souvent peut-être le même territoire géographique, mais qui n'est pas la même chose. C'est pas la même chose de dire, bon, ben voilà, on va repeindre le mur de l'école, ou effectivement, on crée un projet de territoire, comme vous le dites, avec une filière, avec une industrie derrière, qui associe le public et le privé. C'est ça, tout le changement de paradigme et de vision, à la fois des élus locaux, mais aussi, bien évidemment, de l'État. C'est un peu l'ambition de l'Agence de cohésion des territoires, par exemple, qui était celle-là. Alors, on peut discuter sur le fait si cette ambition a réussi ou pas, mais ou en tout cas, si elle va réussir ou pas. Mais néanmoins, il y a quelque chose là de dire, associez-vous. Structurez-vous sur un territoire, au-delà des frontières administratives. Je ne le dirai jamais assez. Si on reconstruit ce pays sur les frontières administratives existantes, on reconstruira le même pays. Et aujourd'hui, on a des frontières administratives, notamment départementales, et j'ai rien contre les départements, c'est des très très bonnes structures de gestion, mais qui datent d'il y a 2 siècles et qui n'ont plus rien à voir avec des bassins économiques que nous avons, nous. Avignon, Arles et Nîmes, par exemple, mais c'est plein d'exemples. Depuis qu'on a fait le rapport, je fais le tour de France, invité par les collègues députés, qui viennent me dire tiens, est-ce que tu peux parler du rapport? Et quand je vais du côté de Lille, j'ai 3 EPCI qui disent je ne veux pas rentrer dans l'île, je ne veux pas me faire bouffer par la métropole. Mais parlez-vous, faites un projet. Ah, mais justement, on avait un truc, mais on ne savait pas si on avait l'autorisation de le faire. Mais faites-le. Si, mais c'est quelque chose d'écologie, avec de l'agriculture connectée. Très bien, vous avez des entreprises qui veulent le faire, très bien. Quand je vais en Bretagne, c'est pareil. Là, ils ont monté une association, il y a 200 communes qui sont mises dedans. Bon, je ne veux pas rentrer dans Nantes, quoi. Rentrez pas dans Nantes. Parlez-vous, structurez-vous, faites un projet. Et nous, c'était le même problème.
C'est qu'on sait très bien qu'un jour, il y a Marseille qui nous dira Avignon, c'est chez moi, et Montpellier qui dira à Nîmes, Nîmes, c'est chez moi. Si on fait ça, ça a des conséquences économiques, mais ça a des conséquences politiques très fortes. Pardon de parler un peu de politique dans cette enceinte, mais enfin, ça me semble un peu normal. Mais il y a quelque chose là, sur des votes protestataires, pour le dire poliment, qui ne sont pas dans nos grandes villes. Vous pouvez mettre 400, 500 migrants sous un pont à Paris, le Front National ne monte pas. Il est chez nous. Mais comme l'électorat de Donald Trump, il n'est pas dans les métropoles américaines, comme l'électorat du Brexit, il n'est pas à Londres. C'est-à-dire que les fractures territoriales, aujourd'hui, sont la lutte des classes du 21e siècle. Ce n'est pas la lutte sociale. Si je gagne 2000 € à Saint-Hilaire-d'Auzilan ou si je gagne 2000 € à Lyon, je vote pas la même chose, j'ai pas le même sentiment de déclassement. Pourquoi ? Parce que j'ai pas les mêmes perspectives économiques, parce que j'ai pas les mêmes accès aux services publics, etc., etc. Donc les fractures sociales sont aujourd'hui quelque chose qui impacte nos pays comme on l'a jamais vu avant. Et c'est vrai, on peut prendre tous les pays, l'Espagne, l'Italie, quand la Catalogne demande l'indépendance, pourquoi ? Parce qu'elle fait 25% du PIB espagnol et qu'elle en a marre de payer pour l'Andalousie. Pareil pour la Lombardie, la Vénétie. Les fractures, non pas des gens, mais des territoires eux-mêmes sur les investissements publics et privés changent énormément de choses. Donc il faut effectivement que ces territoires-là puissent se parler, encore une fois, au-delà des frontières administratives, se dire, tiens, moi là, qu'est-ce que j'ai là sur ce territoire-là ? Qu'est-ce que j'ai comme entreprise un peu innovante qui n'est que là ? Qu'est-ce que j'ai comme identité culturelle, patrimoniale ? Et à ce moment-là, par l'innovation, parce que je parlais tout à l'heure de la révolution numérique, mais c'est aussi une révolution écologique, vous en avez parlé. Le point commun entre la révolution numérique et la révolution écologique, c'est l'innovation. Je me tuerais à le dire, l'écologie, ce n'est pas le manque d'innovation technologique, c'est une nouvelle manière de faire de la technologie pour préserver l'environnement. Et donc, il faut que nos territoires deviennent des territoires d'expérimentation, des laboratoires précis, en disant, tiens, c'est là où ça se passe. Je veux dire, la télémédecine, elle ne va pas se faire dans le cœur de Lyon, elle se fera peut-être dans la Creuse. L'agriculture connectée, elle ne va pas se faire dans le cœur de Toulouse, et j'ai rien contre Toulouse, mais etc., etc. Nous sommes des territoires d'expérimentation qui font que notre réalité patrimoniale, ça peut être la nature, ça peut être des vieilles pierres comme chez nous, ça peut être du théâtre, ça peut être que sais-je, deviennent aujourd'hui des atouts pour demain par l'innovation. Et ça, on ne pourra le monter, pas que les élus, pas que les chefs d'entreprise, pas que les universités, mais en se parlant et en ayant des lieux. Et nous pensons notamment que ces PETR-là, que ces pôles territoriaux, sont des endroits où on peut se parler autrement parce qu'il n'y a pas d'enjeu politicien, si j'ose dire. En tout cas, il ne faut pas qu'il y en ait. Dire simplement, très bien, tu restes dans ton EPCI, dans ta commune, tu gères ton truc, il n'y a pas de problème, les poubelles, tu repeins le mur que tu veux. Par contre, il y a un endroit où il faut qu'on se parle pour qu'on fasse un projet de territoire. Et qu'à un moment, on dépasse le fait simplement de gérer une commune ou de gérer un territoire administratif qui nous a été délégué par l'État, mais quelque chose qui dépasse là. Il y a plein d'exemples. Et ça vaut pour l'économie. Je pourrais parler de sécurité, je pourrais parler de beaucoup de choses, où on est obligé aujourd'hui sur les polices municipales, quand on parle de police territoriale, de se parler entre différentes communes, au-delà même de nos EPCI. Parce que évidemment que la délinquance, elle ne connaît pas les frontières administratives, comme la culture, comme l'économie. Donc il faut repenser ces bassins de vie, et vraiment, c'est pour ça que l'NPP est très important, et ce débat aussi, d'essayer de sortir de ces leviers-là. Parce que sinon, on parlera que de compétences administratives. Alors très bien, hein, moi je veux bien qu'on en parle, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de comment on manage un territoire, avec justement tous les acteurs de ce territoire-là, à égalité d'importance autour d'une table. Et c'est vraiment, pour répondre à votre question, oui, on en a vaguement réfléchi. Très bien. Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions du public, si vous en avez. Oui, madame, peut-être qu'on va vous apporter un micro, je l'espère. Alors, je ne suis pas sûre. Il y a une question ici. Il faudrait un micro. Je vous demande de vous présenter rapidement. Bonjour, merci pour ces débats très très riches. Marie-Laure Néaume, représentant le département des Hautes-Pyrénées et responsable d'une plateforme Initiative Pyrénées. Je n'ai pas de questions là, à ce stade-là. Je veux plutôt apporter un témoignage, ça me semble important sur notre territoire, de l'action à la fois d'EDF, mais aussi de la Banque des Territoires. Donc d'abord EDF qui a créé l'agence EDF Une rivière, un territoire développement il y a 5 ans en Ariège, donc pas sur notre territoire, et qui a développé une action intermassif à la fois sur l'Ariège, la Haute-Vallée de l'Aude, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Cette action nous a beaucoup amené, nous, territoire des Hautes-Pyrénées, à la fois dans toutes les réflexions qu'on a menées en matière de développement économique, mais aussi en matière de territoire. Et donc,
pour souligner là simplement un des volets de l'action, mais il y en a bien d'autres, c'est que nous sommes regroupés à travers le comité d'orientation stratégique, mais aussi le comité d'aménagement des territoires, où nous sommes en transversalité avec l'ensemble des territoires du massif pour travailler sur des actions de nos collègues, donc aussi bien de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de l'Occitanie, partagées ou à mettre en œuvre. Mais aussi être aussi force de proposition pour notre territoire. Donc ça, c'est le premier investissement de l'agence EDF Une rivière, un territoire, mais il y en a bien d'autres. EDF est engagée chez nous dans notre plateforme, elle est vice-présidente de notre structure, mais aussi elle est engagée dans le projet de territoire des Hautes-Pyrénées, porté par l'agence, l'association Ambition Pyrénées, est très active à ce stade sur tous les volets, aussi bien la transition énergétique, le numérique, la start-up, l'entreprise innovante, que le soutien au commerce, à l'artisanat, à l'industrie et à l'hydraulique, j'en passe. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est bien sûr l'accompagnement de nos entreprises, où EDF est engagé pour soutenir financièrement nos structures, que ce soit les start-up, mais aussi des entreprises en développement. Je vais citer Mécamon Hydro, qui est une phare de notre territoire. Et puis, enfin, elle est engagée aussi sur tous les territoires dans des clubs d'entreprise pour participer dans nos vallées les plus retirées à une action de dynamisation de nos territoires. Donc ça, c'était apporter un témoignage pour les Hautes-Pyrénées. Quant à la Banque des territoires, elle est engagée aussi très largement à nos côtés à travers d'abord la plateforme Initiative, avec laquelle nous travaillons sur le financement de projets, mais aussi en garantie, mais aussi sur des actions, deux actions importantes, territoire d'industrie, territoire d'innovation. Nous avons été donc labellisés, en tout cas pour une, sur l'ouest de notre territoire, sur Tarbes, donc l'Aglo et Pau. Et nous sommes en travail avec Lannemezan et le Comminges. On y était la semaine dernière pour travailler sur la labellisation. Un territoire rural, c'est possible d'avoir deux, éventuellement, territoire d'industrie, territoire d'innovation, mais aussi Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, très importante pour nous, puisque Tarbes-Lourdes-Pyrénées a été donc labellisée et que nous travaillons dans cette action pour accompagner ce travail des villes moyennes en mutation totale et en travail de projet innovant sur des laboratoires, laboratoires de projets, boutiques à l'essai, etc. Donc voilà, je voulais simplement apporter un témoignage, il me semblait important, et je voulais remercier aussi le président de nous avoir accueillis ce matin, de continuer le travail cet après-midi. Merci pour ces témoignages. Je ne sais pas si ça appelle une réaction de la part d'EDF ou de la Banque des territoires. Je veux bien ajouter un complément, parce qu'effectivement, c'est un point sur lequel je n'ai pas sans doute suffisamment insisté, mais qu'il est utile pour tous de connaître. C'est qu'effectivement, la Banque des territoires, financement, mais aussi accompagnement, et accompagnement en ingénierie, ce qui peut conduire parfois à cofinancer des études sur la faisabilité d'un projet, mais ce qui peut aussi être plus largement ou plus en amont l'accompagnement d'une réflexion. Et donc, cofinancer ou financer une démarche qui va associer justement plusieurs acteurs du territoire autour d'un projet. Ça, on le fait aussi. Je vous recommande banquedetterritoires.fr, Territoire Conseil, c'est vraiment à connaître. Allez-y, vous trouverez plusieurs informations qui peuvent vous intéresser, et puis surtout solliciter le concours de la Caisse des dépôts, que vous pouvez aussi solliciter bien sûr par rapport, directement auprès de vos directions régionales. Mais donc cette fonction de mise en relation, de faire réseau que j'évoquais tout à l'heure, on peut l'accompagner aussi à la demande, parce qu'il y a un projet. Et je crois que c'est Olivier qui parlait tout à l'heure de faire passer du projet au contrat. On a un sujet, nous, sur lequel on travaille souvent, c'est de passer de l'idée au projet.
parce qu'on est souvent sollicité par des porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés. Ils ont une idée, mais une idée, ça ne fait pas un projet. Et donc, notre rôle à nous aussi, c'est de les accompagner pour transformer cette idée en projet. C'est un thème qu'on va réaborder cet après-midi, le projet de territoire. Une autre question, monsieur et monsieur. Bonjour, Dominique Renaudet, consultant Néoclide. Merci pour les interventions, effectivement très riches. Je voulais déjà premièrement rebondir un peu sur ce qui avait été dit dans la matinée, et notamment sur la dernière prise de parole de monsieur le député, sur laquelle, moi, avec laquelle je suis vraiment en phase, et qui m'amène à la réflexion suivante, c'est que finalement, on est en train d'évoquer aussi une forme de nouvelle compétence qui doit intervenir aujourd'hui, voir le jour, où elle existe déjà, mais qui doit s'amplifier sur les territoires. C'est la compétence d'animation. Animation pour mobiliser les acteurs. Et je pense que, parce qu'on est sinon, on reste un peu dans l'incantatoire, ça a été dit ce matin, mais le risque, c'est de rester dans l'incantatoire. Donc la nécessité vraiment de mobiliser les acteurs, ça demande effectivement à ce qu'il y ait des compétences d'animation sur le territoire. Animer également la transversalité, ça c'est important, pour construire des stratégies ensemble, coproduire des stratégies ensemble. Et puis, on a parlé beaucoup d'ingénierie. Alors c'est vrai qu'il y a ce qu'il faut finalement. On se rend compte qu'il y a déjà pas mal de solutions d'ingénierie qui existent sur les territoires. Mais là aussi, c'est pareil, il faut animer tout ça et mettre, ça a été dit aussi, de la cohérence. Donc cette logique d'animation, elle me semble très importante. Donc ça, c'était une réflexion. Et la deuxième chose que je voulais évoquer, la deuxième intervention, c'est plus une question. Je voulais avoir votre sentiment sur alors d'abord le rôle de l'État au travers de ces appels à projets. On a parlé de territoire d'innovation, territoire d'industrie, action cœur de ville, etc. Donc on voit bien que ces appels à projets, c'est une façon aussi de stimuler les territoires pour que ces territoires soient en capacité d'amener des réponses. Et on voit bien aussi qu'au travers de ces réponses, le monde économique est embarqué d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins de difficultés d'ailleurs, mais en tout cas, le monde économique est embarqué. Donc première question sur le rôle de l'État au travers de ces appels à projets, votre sentiment là-dessus, et quelque part un peu de la subsidiarité qu'on pourrait en attendre au travers d'appels à projets qui cette fois-ci seraient sous pilotage de territoires. Il en existe d'ailleurs, il y a déjà des territoires qui ont pris des initiatives en ce sens, mais qui permettraient aussi de stimuler un peu de la même manière le secteur économique. Oui, je vous en prie. Oui, bien sûr. Sur les appels à projets, effectivement, on voit que la volonté, en tout cas du gouvernement, et encore une fois, on peut en discuter, savoir si on va y arriver, mais était en gros de passer du CGET à l'Agence de cohésion des territoires, ce qu'on est en train de faire, considérant que l'appel à projet ne marchait pas vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait une tendance à l'uniformisation, alors que là, on est plutôt sur quelque chose de l'ordre de la différenciation de territoire, comme vous savez. Le problème de l'appel à projet, pour faire une métaphore vestimentaire, c'est un peu un prêt-à-porter. C'est-à-dire que l'État envoie un appel à projet qui vaut pour le Mont-Blanc, la Côte d'Azur, la Creuse et Toulouse. Et donc tout le monde dit, moi si, en fait, il me va bien, en fait, cet appel à projet. Donc tout le monde essaie de rentrer dans le costard, vu qu'il est fait pour tout le monde, et donc il est fait en gros pour personne, quoi. Là, l'idée, c'est plutôt par rapport à la cohésion, plutôt sur l'appel à manifestation d'intérêt, mais si on prend la philosophie générale de l'Agence de cohésion des territoires, je suis très heureux que le préfet Morvan nous a rendu hommage sur ce rapport-là en disant qu'il se l'avait inspiré pour son rapport aussi pour l'ANCT, c'est dire, je disais à l'instant, un territoire qui se forme là des frontières administratives, qui structure effectivement une équipe, un projet, avec le public, le privé, qui commence à constituer vraiment un secteur, une filière avec une vraie vision de son territoire, à ce moment-là, tape à la porte de la NCT, tape à la porte de l'agence, qui n'est pas que descendant. Finalement, j'allais dire, on se retrouve à mi-chemin. Le territoire fait un pas et l'État fait un pas, plutôt que ce soit uniquement descendant. Et à ce moment-là, amène de l'argent, oui, mais comme vous le disiez très bien, aussi de l'ingénierie humaine. En disant, finalement, vous accompagnez au-delà de ça. Et donc, je me méfie toujours un peu des appels à projets qui me semblent assez vieillots, pour plus des appels à manifestation d'intérêt, ou bien simplement ça. C'est-à-dire des projets qui viennent taper, qui sont tous différents.
Je parlais des tiers-lieux tout à l'heure, parce qu'on peut faire un parallèle. Il y a un appel à manifestation d'intérêt qui finit le 15 octobre, qui est la première fois que le Conseil national des tiers-lieux qui vient de se créer, qu'une fondation lance cet appel à manifestation d'intérêt. Il n'y a pas un tiers-lieu qui se ressemble. On peut être tout privé, privé-public, uniquement privé, on peut parler d'agriculture, de numérique, enfin plein de choses. Et justement, l'appel à manifestation d'intérêt, il est très vaste, très flou. Et c'est très bien comme ça. Parce que ça va pouvoir prendre en compte différentes réalités de territoire. Donc oui, l'État peut susciter ça. Mais je me méfie beaucoup de l'appel à projet clé en main qui dirait une filière d'industrie c'est ça, un tiers-lieu c'est ça, machin c'est ça. Parce que ça n'a aujourd'hui plus lieu d'être. C'est par la différenciation que nos territoires vont être forts. Et le dire autrement, les métropoles ont vocation à être généralistes. Et c'est normal, elles peuvent faire plein de choses. Elles peuvent être spécialistes et douées en plein de choses. Nous, nos territoires, ils ont besoin d'avoir une identité, une différenciation, quelque chose qui se fait là et uniquement là et pas ailleurs. Oui, pour rebondir sur cette idée de subsidiarité et de pilotage, quand l'idée a émergé en 2012 de créer ces agences Une rivière, un territoire, sur le coup, on n'était pas totalement à l'aise parce que il y a plein d'acteurs sur les territoires qui font aussi ce genre de choses. Et donc pour créer une agence, il y a en moyenne 1 à 2 ans de travail, d'aller rencontrer les élus, les acteurs économiques pour connaître un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait apporter en plus, mais le plus en commun. Et c'est ça la démarche, et donc bien cette idée de subsidiarité, de renforcer ce lien avec les acteurs locaux, parce qu'on a aussi, nous, un besoin. C'est aussi un moyen d'exprimer nos propres besoins, d'avoir des emplois dans ces vallées, parce que pour que les usines fonctionnent, il faut qu'il y ait des entreprises qui puissent réparer, et puis il faut que le conjoint, j'évoquais, ait un emploi, il faut qu'il y ait des écoles, voilà. Donc, et c'est cette démarche qui a prévalu à la création des 7 agences Une rivière, un territoire. Et puis on est allé plus loin en se disant, puisqu'on a fait ce travail de recensement et de collaboration, on peut aussi investir, nous, dans ces futures entreprises qui vont s'installer. Et cette démarche, c'est vraiment la subsidiarité qui a prévalu. Et comme ça, il y a des ateliers d'innovation, il y a des rencontres, mais on ne le fait jamais tout seul. Et je pense que c'est ça la force de cette démarche. Une question ici. Oui, Gérard Pell, donc président de Ruralité, Environnement, Développement et du Mouvement européen de la ruralité, mais ce n'est pas à ce titre que je vais intervenir, c'est en ma qualité de responsable d'une plateforme collaborative d'appui aux innovations donc, dans des territoires. On observe dans ces territoires qu'il y a énormément d'intervenants qui proposent des solutions pour accompagner les porteurs de projets. Mais on observe aussi que chacun en est de son modèle imposé. Ça, c'est un vrai problème. Parce que les porteurs de projets ont besoin du sur-mesure, de l'envie de faire réussir le projet. Et il suffit d'observer ce qui s'est fait avec intelligence dans le Tarn, l'Aveyron, dans ces territoires-là, avec la formation-développement, pour comprendre que quand on est à l'écoute des porteurs de projets, avec l'ambition partagée de tous les acteurs qui sont autour de la table, qui ne viennent pas donner des leçons, mais qui ont l'ambition de faire réussir le projet, le porteur de projet est quelqu'un à part entière qui, quelles que soient ses difficultés, a d'abord le génie d'avoir un projet et l'ambition de le mener à terme. Il faut s'adapter à ça. Et c'est la raison pour laquelle moi je partage ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il était indispensable d'avoir des territoires de projet choisis au-delà des limites administratives, mais il faut faire attention que ces territoires de projet qui doivent définir une ambition pour créer un écosystème ouvert sont différents des projets dans les territoires qui peuvent avoir des territoires de projet. On peut développer des coopérations entre territoires de projet, mais c'est l'écosystème qui va le permettre. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'à la fois le projet délimite un territoire plus qu'un territoire qui fait un projet, mais aussi le projet délimite une équipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, pour faire un projet, il faut qu'il y ait 2 mecs de la CCI, 3 élus. Non,
ça va dépendre effectivement du projet, de ceux qui ont envie d'y participer. Alors, moi, ça m'intéresse, moi non, etc. Et en fait, les équipes vont toujours être différentes. Il va falloir être extrêmement fluide sur nos territoires. Mais c'est un changement de mentalité, parce que ça soit effectivement les structures publiques ou privées, enfin les collectivités ou le reste, on dit non, mais ça, c'est mon précaré, ça, c'est à moi, ça, c'est mes compétences, et voilà comment ça doit fonctionner. À part que ça ne fonctionne pas. Donc en fait, il faut se mettre effectivement au service. Chaque projet a besoin d'un accompagnement particulier. Et il n'y a pas d'accompagnement standard sur nos territoires. Et voilà. Et en tout cas, il faut pas qu'il y ait d'accompagnement standard sur nos territoires. Et vraiment qu'on s'appuie sur cette volonté-là. Je me trouvais obsessionnel avec mes tiers-lieux, mais pour le coup, moi, j'en ai créé une dizaine avant d'être élu. Pas un a été accompagné de la même manière. C'est pour ça qu'il marche aujourd'hui. Genre, des fois, ça va être que la mairie, des fois, ça va être, j'en sais rien, la CCI, le Cluster du Coin, le Business Angel, machin. Ou les agriculteurs qui se montent en coopérative et qui disent tiens, demain on va essayer de travailler sur des drones par rapport à l'épandage, machin. Enfin, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que nous, en tant qu'élus aujourd'hui, en tant que responsables, on est là pour accompagner, ce qui est un vrai changement de mentalité. Parce qu'avant, on voulait créer le truc. J'ai une idée, moi, en tant qu'élu, c'est ça qui doit avoir lieu là. Là ou non, il faut qu'en fait, on se serve, qu'on soit à l'écoute du territoire. Tiens, il y a un projet qui se crée, ça a l'air intéressant, il a besoin de quoi, et je vais l'accompagner, quoi. C'est une forme d'humilité, mais c'est comme ça que nos territoires marchent. Non, ben, je voulais juste faire un commentaire pour dire à quel point je partage, et à France Urbaine on partage. On m'entend là ? Oui. Ce que dit Jean-François Cesarini, parce qu'on a longuement discuté pendant cette année et demie sur la façon dont il faut aborder les choses. C'est vrai que on ne va pas le redire, cette importance du projet, l'ingénierie qu'il faut pour la développer, le nombre d'acteurs, le rôle éventuel des conseils de développement pour ça, mais pas forcément que eux. Il y a une dimension que j'ai ajoutée ce matin, sur laquelle j'insiste, qui est le projet partagé. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut se mettre autour d'une table un peu plus large pour voir s'il n'y en a pas des projets qui pourraient être orthogonaux d'un endroit à l'autre. Mais on ne peut parler, par exemple, on a eu ce débat là souvent avec la métropole, qu'à condition de savoir ce qu'on veut, d'être solide sur ses bases. Parce que si on n'est pas solide sur ses bases, le dialogue avec la métropole, il est difficile quand même. Hein. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans cette optique d'être à égalité, en fait, à égalité de dignité, mais également à égalité d'information, de capacité à faire, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Autre point qui est très important, qui a été souligné, c'est cette question du développement dans les métropoles ou en dehors des métropoles, dans les grandes villes ou en dehors des grandes villes. La plupart des métropoles aujourd'hui, honnêtement, leur intérêt, c'est que le développement ne se fasse pas chez elles, en fait. Hein, vraiment. Parce que derrière, c'est quoi ? C'est plus de logements à faire, c'est plus d'écoles, c'est plus de voitures qui arrivent, c'est donc après des zones à faible émission. Enfin bref, c'est pas terrible, quoi. Hein. Alors, il ne s'agit pas non plus, ça on est bien tous d'accord, d'urbaniser à outrance aux frontières. Non, il y a des villes autour. Il y a des petites villes, des villes moyennes, etc. C'est là qu'il faut renforcer. C'est là où il y a déjà des villages, là où il y a déjà une vie qu'il faut renforcer. L'exemple de la coopération entre Toulouse et le Pays du Gers, c'est ça, en fait, d'une certaine manière. C'est face à un bassin de vie où il y avait des besoins, le télétravail. Toulouse voit l'intérêt du télétravail ailleurs. Parce que, effectivement, ça évite l'étalement urbain, ça évite l'engorgement urbain, etc. Il ne peut pas y avoir de ville qui se développe de façon normale si les territoires d'à côté ne sont pas développés, s'il y a des problèmes, parce que les gens, sinon, ils viennent chercher des solutions à la ville et ils ne trouvent pas plus. Donc on a vraiment ce sujet en commun, et je le redis de toute façon, mais il faut vraiment arrêter d'avoir une vision descendante des choses. À chaque fois, c'est différent, et à chaque fois, les acteurs locaux sont différents. Et c'est pour ça qu'on attend beaucoup du fait qu'on ait plus d'autonomie et plus de responsabilité au niveau des collectivités locales. Ce sera l'enjeu de la prochaine loi, pas de celle-ci, celle qui est en discussion en ce moment, mais de la loi que portera Jacqueline Gouraud, qui est vraiment basée sur l'expérimentation, la différenciation. Pour nous, c'est absolument indispensable de laisser les territoires agir avec leurs forces et de n'intervenir que lorsque c'est vraiment utile et nécessaire. Merci Olivier. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas tout à fait. Je vous pose la question à M. Cesarini et peut-être aussi à Olivier, c'est comment est-ce que vous conciliez cette notion que c'est le projet qui fait le territoire et pas le territoire qui fait le projet avec l'existence d'une structuration
de territoires de projet dont vous insistez sur l'importance, mais qui sont malgré tout des territoires, si j'ai bien compris, un EPCI peut faire partie que d'un seul pôle d'équilibre territoriaux. Non, c'est pas le cas. Pôle PETR, oui, il me semble. Hein, donc. Non, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'il y a des structures administratives qu'on connaît tous, hein, les villes, les EPCI, les régions, les départements, qui me semblent être... effectivement, il y a des projets, et encore heureux, à l'intérieur de ces structures, mais qui sont souvent, effectivement, ce que nous, on appelle plutôt des collectivités de gestion, quoi. Et par contre, au-delà de ça, oui, pour les PETR, ça peut être le cas, mais ça peut être sur des associations très, très fluides. Nous, en Provence, on a créé un truc qui s'appelle la Grande Provence. Il y a 328 villes, 16 EPCI, 3 CCI, 2 universités, et on parle de plein de choses. Tiens, le Festival d'Avignon, si on le mettait sur 15 communes, parce que là, nous, on est surchargé. Tiens, le police municipal, comment on fait? Tiens, les EPCI qui ont leur réseau de bus, ben c'est bizarre, ils ne marchent pas trop. Parce qu'entre Avignon et Nîmes, par exemple, il y a 1h30 de bus, alors que c'est 20 minutes en voiture, parce que chacun est dans sa logique de PCI, mais personne ne se parle. Comment on peut coordonner ça sur un territoire plus vaste, etc., etc., etc. Ce qui n'empêche pas que Nîmes peut travailler avec Montpellier, ce qui n'empêche pas que Arles travaille avec Marseille. Mais l'idée, c'est sur un projet où d'un coup, il y a une équipe. Parce que pour le coup, on parle d'équipe. Quand je parle de territoire, finalement, c'est juste une équipe. C'est-à-dire, qui c'est qu'on met autour de cette équipe-là? Et suivant qu'il y a l'équipe, évidemment, ça délimite un territoire, suivant où est l'entreprise, où est la collectivité. Mais les équipes peuvent changer suivant les projets. Pas obligé d'avoir qu'un seul projet hors de sa juridiction de gestion, si j'ose dire, quoi. L'idée, elle est plutôt là. Mais ça peut prendre la forme, oui, d'un PETR, bien évidemment. Et nous privilégions toujours cette solution. Mais ça peut être une association, ça peut être énormément de choses. Ça peut être... Des fois, moi, j'ai même j'ai vu des sociétés privées où il y avait des actionnaires qui étaient publics et privés à l'intérieur, avec des collectivités qui travaillaient, et chacun pouvait effectivement... il y a beaucoup de manières de faire. Et encore une fois, il ne faut pas standardiser une manière, mais effectivement, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et pareil avec les métropoles, toutes les métropoles sont différentes, je ne les mets pas toutes dans le même panier, elles sont différentes administrativement parlant. Elles n'ont même pas toutes le même statut administratif, ce qu'on sait peu. Mais en plus, certaines travaillent effectivement avec leur environnement proche pour avoir une interaction. D'autres sont plus voraces et un petit peu plus centralisatrices. Mais voilà, c'est vraiment ce qui compte sur les territoires, c'est ça. Donc le côté associatif de dire c'est quoi la formule avec la bonne structure, à mon avis, c'est pas la bonne question. La question, c'est effectivement, suivant le projet, on aura des structures porteuses, des équipes porteuses qui seront différentes, et tant mieux. Alors, est-ce qu'on a encore le temps de prendre une question? Je pense que oui. Hein. Bon. Merci. Bonjour. Oui. Eh ben, c'est par rapport à la durée du projet de territoire. Enfin, là, on parle de projet, d'équipe et tout ça. Et j'aimerais comprendre un peu si vous avez une idée des temps qui doivent être alloués à cette émulation, un projet commun. Est-ce qu'il y a un appel, enfin, il y a un acteur qui décide de démarrer? Qui est l'acteur qui démarre sur un constat d'un problème? Et puis, comment on fait pour mettre ensemble des solutions et les débattre, sachant qu'il y a qu'il y a des moyens qui sont différents et pour les uns et pour les autres, et que tout ça constitue quelque chose comme un socle commun. En fait, c'est en gros, quels pensez-vous être les temps qu'un projet de territoire a pour se sédier sur un territoire? Vous parlez de 600 ans, enfin, je trouve que c'est pas mal comme durée. Et sinon, donc les moyens pour la communication, pour faire tout ça avancer beaucoup plus vite. Voilà. Non, j'essaie. Mais... Je ne prétends pas pouvoir répondre à votre question, mais en tout cas, je voudrais vous donner un exemple qu'on est en train de vivre. Ça a été évoqué d'ailleurs par le député. Je crois qu'on est dans une révolution de coopération. Et tout à l'heure, quand j'ai insisté un petit peu sur comme le député, sur les périmètres ancestraux, nous sommes un territoire, 80 000 habitants. Et puis, dans cette région Occitanie, dans toutes les régions, on a une transition
de l'agriculture vers le bio, et demain vers l'agroécologie. Et en regardant donc l'économie, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que les coopératives agricoles, depuis très longtemps, ont dépassé les barrières des départements. Et d'un seul coup, on se retrouve sur ce territoire avec le centre de stockage le plus important de France de produits bio. 35 000 tonnes de produits bio qui sont stockés sur un territoire et qui sont produits sur 3 départements. Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne et le Gers. Et donc, nous qui avions engagé une coopération à la métropole, 800 000 habitants, avec l'Interscot 2 300 000 habitants, de consommateurs. Et comme dans toutes les métropoles, par exemple, plus de 75% de la viande consommée dans ces métropoles vient d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. Et nous sommes à côté avec des éleveurs qui meurent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tape à la porte de la métropole, et puis on se dit, mais tiens, si la coopérative réunit les 3 départements, on tape à la porte du Lot-et-Garonne, avec lequel on fait, comme l'a précisé le député, personne ne vous interdit de faire une coopération. En moins de 12 mois, on est allé voir ces 2 départements en disant, attendez, vous avez vu les coopératives, là, elles ne nous ont pas attendus. Donc on ferait bien de faire des accords entre nous pour voir comment on fait pour leur faciliter ce développement, comment on les aide sur les territoires où elles sont implantées pour faire les investissements, les études de sol, etc. Et on a démarré comme ça. On a démarré parce que, tout à l'heure je le précisais, l'économie est là autour de nous et qu'elle n'attend pas. Et que ce problème économique, on ne peut pas l'évacuer d'un projet de territoire. Donc c'est vrai qu'il faut regarder autour de nous. Et alors là, le mot essentiel, faire preuve d'humilité en tant qu'élu. C'est comme ça. Si on ne fait pas preuve d'humilité en tant qu'élu face à cette nécessité de s'adapter à ce développement qui s'accélère, eh bien écoutez, on n'y arrivera pas. Si on reste dans notre précaré en disant voilà, c'est nous qui sommes les élus, on sait tout, vous allez voir comment il faut faire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et dernier point, bon, c'est vrai qu'on a réuni finalement 300 000 habitants. On est parti 80 000 habitants. Aujourd'hui, par des accords interdépartementaux, on est 300 000 habitants. Mais c'est sûr, quand on se retourne vers cette métropole, on a un autre poids, on a une autre capacité. Et du coup, on s'intéresse à la vallée de la Garonne, où sont implantés un grand nombre de sous-traitants de l'aéronautique. On s'est dit, mais tiens, pourquoi on n'irait pas de l'agriculture sur la filière aéronautique, etc., qui va subir une mutation. On ne sait pas de quoi seront faits les avions de demain. Ils seront peut-être avec des matériaux différents, etc. Comment cette mutation va se faire au niveau sous-traitants? Ben, il va falloir qu'on les accompagne. Quand on a construit le A380, la région Midi-Pyrénées a mis sur la table de l'argent pour que ces sous-traitants transforment le outillage pour adapter cet avion. Un avion qu'on n'avait jamais construit à ce niveau-là. Et donc, je crois que cette nouvelle ère, d'abord de coopération, elle ouvre des perspectives incroyables, des aventures extraordinaires, puis surtout, elle transforme le rôle de l'élu. L'élu est un facilitateur. C'est quelqu'un qui doit absolument en permanence être en contact de toute la dynamique, qu'elle soit économique, culturelle ou autre. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça va tellement vite que si on n'a pas ce rôle de facilitateur, les territoires n'avanceront pas. Donc, je n'ai pas répondu à la question, j'en suis conscient, mais j'explique un témoignage parce que ça peut marcher à condition qu'on s'ouvre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on revient sur le combat initial de cette nécessité d'avoir ces acteurs avec nous. Pourquoi les chefs d'entreprise, on parle de devoir sociétal de l'entreprise, mais pourquoi ils ne seraient pas avec nous autour d'une table? Comment on les fait venir? On les fait venir en disant, voilà, on est là pour faciliter votre travail. Si on reste enfermé dans nos procédures, ben, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas, au contraire, ils nous regardent avec un peu de mépris, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils décident? Vous voyez bien, les métropoles, toutes ces structures-là, elles sont mystérieuses, parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu long, mais je voulais témoigner Puis finalement, je vais vous dire, en l'espace de 2 ou 3 ans, j'ai l'impression que, très sincèrement, l'État prend conscience qu'il a le devoir, certes, de bâtir une nation plus solidaire, mais aussi que cette nation, son avenir, ce sont les projets et leurs territoires qui la construiront. Voilà. Alors, on me dit que c'est le mot de la fin, et néanmoins, M. Cesarini... Je ne parle pas après le président. Bon, eh bien écoutez, voilà.
Voilà. Au Sénat, on est chez lui. Il me reste donc à remercier nos intervenants. Merci infiniment et à vous remercier et à vous dire à tout à l'heure. Vous pouvez laisser vos affaires dans la salle.